La confiance en soi est la conviction d'avoir les ressources nécessaires pour faire face à des situations dans la vie sociale, professionnelle, familiale ou amoureuse. Lorsqu'elle vient en manquer, nous faisons face à des émotions négatives, des blocages, des pensées qui tournent en boucle. Bref, le quotidien devient difficile et anxiogène. Mais rassurez-vous, croire en soi, ça s'apprend. Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie, je suis éducatrice sociale et thérapeute corporelle. Je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast Parle-en encore, qui traite différents sujets autour de l'image et du rapport au corps. Pour écrire ce podcast, je me suis aidée des écrits du docteur Frédéric Fanget, médecin psychiatre, psychothérapeute et expert en confiance en soi entre autres. Voici les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. On va parler des mécanismes de la confiance en soi, qu'est-ce qui la compose, ses variations, comprendre les bases pour réaliser ce qu'elle est réellement et pas l'idée qu'on se fait qui est parfois erronée, typiquement l'hyperconfiance. On va parler du manque de confiance en soi, comment ça se manifeste, les causes, les accélérateurs du manque de confiance en soi. Ensuite, comment s'évaluer. Et puis nous allons porter l'accent sur l'estime de soi et comment vous vous comportez avec les autres. Et pour terminer, des exercices pour réparer la confiance en soi. Le but c'est que ça soit agréable et digeste à écouter. Donc je vais amener des exemples qui vous permettront de mieux vous identifier. La confiance en soi, c'est croire en ses capacités, ses compétences et connaître ses limites. L'idée, c'est que vous avez suffisamment confiance en vous pour oser et prendre des risques. Si vous avez le permis de conduire, c'est typiquement la première fois que vous prenez la voiture seule. La confiance en soi s'apparente à la liberté. Elle s'accompagne de l'estime de soi et de l'affirmation de soi. Dans votre tête, vous vous dites sûrement quelles sont les différences. L'estime de soi, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. Au fond de vous, que pensez-vous ? C'est la base de votre personnalité. Quand celle-ci est bonne, on est capable de parler de soi positivement, de recevoir et de faire des compliments. Quand l'estime de soi est négative, on est très critique envers nous-mêmes. On n'accepte ni les compliments, car ils sont trop suspects, ni les critiques, car elles remettent trop en question. Revenons à l'exemple de la voiture. Avoir de la confiance en soi, c'est oser prendre le volant, car vous connaissez les règles de la circulation, vous êtes capable de vous parquer, de faire le plein, d'aller dans une destination que vous ne connaissez pas. Si un chauffeur de camion vous propose de conduire son véhicule, vous allez refuser car vous connaissez vos limites, en plus de tout ce qui touche à l'aspect légal et sécuritaire. Mais quelqu'un qui manque cette fois-ci d'estime de soi va par exemple refuser de conduire la voiture d'un ami car il l'estime trop précieuse, qu'elle a trop de valeur, qu'il risque de la rayer ou de mal la conduire. Quand l'estime de soi est bonne, cette même personne va proposer à son ami de conduire car celui-ci n'est pas en état, est trop fatigué et qu'il s'estime comme bon conducteur même s'il ne connaît pas la voiture en question et qu'elle vaut plus cher que la sienne. L'estime de soi est liée aux émotions. Vu que nous sommes les seuls maîtres de nos émotions, les autres ne sont pas responsables de notre estime. Si je me trouve moche, c'est peut-être parce que je l'ai entendu d'une personne. Dans ce cas, ça va impacter mon comportement et donc ma confiance en moi. Mais la nuance avec l'estime de soi, c'est que je suis la seule personne responsable de me trouver moche. Je pourrais très bien me dire, ce qu'elle dit cette personne ne me touche pas, moi je me trouve jolie. J'ai donc une bonne estime de soi. Mais si cela me touche, me procure de la tristesse ou du dégoût, et que je me dis, oui au fond c'est vrai, je suis moche, là j'ai une mauvaise estime de moi. C'est important de se responsabiliser. Je suis capable de porter un avis négatif sur ma personne, ça veut dire que je suis aussi capable de travailler sur moi et de changer ma façon de me voir. Maintenant, passons à l'affirmation de soi, c'est la façon dont vous vous comportez avec les autres. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire, j'ai parlé dans une de mes dernières publications qu'un comportement affirmé, c'est savoir prendre sa place en laissant de la place aux autres. Je l'ai d'ailleurs illustré par un couple qui emménage et qui apporte chacun ses affaires. Parfois, on n'est pas très fan de la collection de figurines ou que sais-je de son homme, mais on accepte de les intégrer à notre décor, car on a pu également mettre nos petites décos de chez Maison du Monde. Je suis pas du tout dans le cliché, mais vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour les personnes qui se mettent en colocation, quand tu fais un projet de groupe pour ta formation, quand tu bois un verre avec des amis, c'est savoir écouter les autres, mais aussi prendre la parole. Si vous avez tendance à toujours vous effacer, ne pas exprimer votre opinion ou laisser les autres décider à votre place, vous avez un comportement passif. Si vous prenez trop de place et négligez les autres, vous avez un comportement agressif, voire manipulateur. Dans les deux cas, l'affirmation de soi n'est pas en bon équilibre.
En plus de laisser la place à l'autre et prendre sa place, le comportement affirmé, c'est aussi donner son avis, c'est ne pas craindre le conflit en faisant des remarques constructives sans agressivité, dans le respect, et c'est se défendre quand on vous critique. Encore une fois, dans le calme. Dernier exemple avec la voiture. Pendant longtemps, je ne mettais pas ma ceinture de sécurité. C'est pas bien, ne le faites pas. Un jour, une amie me prend en voiture avec elle et elle me dit de mettre ma ceinture. Moi, je lui réponds non, pas envie. Ça me sert, blablabla. Mes petites excuses habituelles. Eh bien, elle ne manquait pas d'affirmation de soi, car elle m'a fait comprendre que je n'avais pas vraiment le choix, car c'était sa responsabilité en cas d'accident. Je me suis exécutée et en fait, ça m'a pas du tout froissée. Pour résumer, affirmation de soi, c'est la relation avec les autres. Confiance en soi, c'est ce que vous faites. Estime de soi, ce que vous êtes. Petit mot rapide sur l'hyperconfiance, car j'en ferai un podcast dédié. Mais l'hyperconfiance, c'est le fait de ne pas avoir conscience de ses limites et se mettre en échec, voire en danger. La confiance en soi, c'est aussi une histoire de fluctuation. Un jour, quelqu'un vous dit « Ah bah je vous trouve vraiment très drôle ». On se sent en sommet, allez, un petit boost de confiance en soi. Une semaine plus tard, vous vous faites larguer, vous êtes au fond du trou. Je vais y revenir sur les autres qui causent le manque de confiance en soi. Dans cet exemple, c'est plutôt les montagnes russes, mais il y a aussi la manière dite progressive. C'est quand la confiance en soi diminue petit à petit à la suite d'échecs, de doutes ou de traumatismes. Des remarques à répétition sur le physique, un divorce, la perte de son travail. Certaines personnes ont une capacité de résilience plus forte que d'autres, parviennent à prendre du recul et retrouvent confiance en eux plus rapidement. Le dicton « jamais un échec, toujours une leçon » résume parfaitement cela. Une expérience négative est toujours l'occasion d'apprendre et de rebondir. Avoir confiance en soi ne touche pas automatiquement tous nos domaines de vie. Par exemple, je suis mon propre patron, je me sens bien au travail, je manage mes employés, je connais mes forces, je sais régler les problèmes. En revanche, quand je pratique mon sport d'équipe, je me trouve nulle en comparaison des autres, je ne parviens pas à dire non pour participer au tournoi interclub alors que j'avais déjà quelque chose de prévu, j'attends qu'on me félicite, etc. On va maintenant parler du manque de confiance en soi et comment il se manifeste. Premier cas, vous n'osez pas, vous avez des doutes et des blocages envahissants. Par exemple, vous devez participer au choix de la prochaine sortie entre amis. Vous proposez d'aller visiter un château. Une de vos amies vous dit « Non, mais ça c'est nul, allons plutôt faire un truc cool, allons faire un bowling. » Je suis pas sûre que ce soit le truc le plus fun, mais bref. Vous n'êtes pas en capacité de répliquer, de vous défendre, d'exprimer que ça vous blesse, qu'on ne prenne pas en compte votre idée. À la place, vous allez vous soumettre, fuir le conflit, pour ne pas vous fâcher avec vos amis, car vous avez peur de leur réaction et par conséquent d'être exclu du groupe. Ce qui amène à ne plus proposer des sorties, car vous avez peur de l'échec, que ça ne soit pas votre idée qui soit retenue finalement. Deuxième cas, vous pensez qu'il faut toujours faire mieux, sinon vous allez être considéré comme nul. Vous êtes dans un schéma d'exigence élevée. Dans l'exemple précédent, c'est typiquement le genre de personne qui ne va rien proposer car elle pense que ses idées sont nulles. Il faudrait qu'elle trouve ce idée pour faire l'unanimité. Elle a d'ailleurs l'impression que les idées des autres sont toujours mieux que les siennes. Troisième cas, ces différentes actions ou non-actions impliquent des émotions désagréables. Ne pas pouvoir s'exprimer implique de la frustration, de la colère, de la tristesse, du découragement. La peur de ne pas y arriver donne comme résultat de l'anxiété, de la frustration, de l'abattement et de la tristesse. Et le fait de ne jamais se trouver assez fort, bien, intelligent, de ne jamais être content de soi, fait qu'on ressent une insatisfaction permanente. On se positionne toujours dans la performance, on a peu de plaisir, de l'anxiété et de l'amertume. Un autre signe du manque de confiance en soi est le fait de ne jamais s'arrêter de penser et déformer la réalité. Je vais vous donner un exemple qui m'est propre. En formation d'éducatrice, j'étais très douée en autosabotage quand il s'agissait de passer un examen oral. Je me mettais énormément de pression car je voulais retranscrire parfaitement ce sur quoi j'avais travaillé. Donc je révisais mon texte, mais si je l'apprenais trop par cœur, c'est le drame si j'oublie ou déforme le moindre mot. Et si je travaille moins mon sujet, j'avais peur d'oublier des choses importantes, de trop me répéter, de ne pas avoir un assez grand champ lexical. Donc, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais mes plus beaux PowerPoint un peu comme une diversion. Je buvais un Red Bull avant chaque oral pour me stimuler l'esprit, mais j'ai réalisé un peu plus tard que ça ne me rendait pas du tout service.
J'avais plutôt besoin d'être calme, posée, et c'était tout le contraire qui se passait. Je parlais plus vite, donc j'oubliais des mots, je me répétais, je comblais les silences par des Voilà. Le problème finalement, c'était surtout moi. Mes amis qui assistaient à mon examen me félicitaient, tandis que moi, je ne voyais que ce qui n'allait pas. J'avais la sensation qu'on n'avait pas vécu le même moment. Ma prof m'a dit un jour, il n'y a que toi qui penses que ce que tu dis est nul. Nous, on n'a pas conscience, on ne sait pas de quoi tu vas parler. Et elle a totalement raison. Je me mettais dans des états au point de voir littéralement flou durant mon oral, car mes pensées négatives étaient tellement présentes, il fallait que je prenne confiance en moi. Et c'est pour ça que je vous dis que ça se travaille. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui accélèrent le manque de confiance en soi. La comparaison sociale, les réseaux sociaux, le culte de l'image et les stéréotypes, notamment liés au genre. L'être humain s'est toujours comparé aux autres. C'est un réflexe naturel qui comble le besoin d'appartenance. Petit aparté pyramide de Maslow, nos besoins en tant qu'être humain sont physiologiques, sécuritaires, d'estime et de s'accomplir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, on se compare à des images mensongères qui montrent qu'une partie de la réalité. Certains comptes, notamment sur Instagram, prônent l'authenticité avec des photos non retouchées qui ne mettent pas la silhouette à leur avantage et qui sont plus spontanées. Mais c'est loin d'être la majorité. Je pense qu'on ne va pas pouvoir changer le monde et moi-même, je vais partager mes photos de vacances que je préfère et personne ne me demande de faire le contraire. Je pense surtout que c'est un vrai travail personnel de prendre conscience que ce qu'on voit n'est qu'une minuscule partie de la vie de chacun. Il y a également le besoin d'approbation qui entre en compte avec la pêche au like, comme on peut l'appeler, le désir de beauté, de jeunesse, les filtres ultra réalistes qui donnent des complexes quand on se photographie sans, amenant parfois à de la dysmorphophobie. J'en ai d'ailleurs consacré un podcast, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à l'écouter, je te le mets en barre d'infos. Et dernier point qui peut amener au manque de confiance en soi, les stéréotypes et les préjugés. Dans son livre, le docteur Fanget parle d'une expérience célèbre qui consiste à reproduire une figure géométrique. On prend deux groupes d'élèves. À un des groupes, on explique que c'est un test de géométrie. Il faut retenir la forme et la reproduire. Au second groupe, on explique que c'est un test de dessin. Dans le groupe qui pense faire un test de géométrie, les garçons réussissent mieux que les filles. Dans le groupe de dessin, c'est le contraire qui se passe. Martin Seligman, chercheur en psychologie, parle d'impuissance apprise. On peut faire perdre à quelqu'un sa confiance en quelques minutes. Et bien sûr, le cliché veut que les garçons soient plus forts en maths et les filles plus compétentes en dessin. Et c'est d'ailleurs les résultats qu'a donné ce test. Pareil, quand on te dit « bon courage », ce n'est vraiment pas facile. Eh bien effectivement, bon courage pour te lancer après. On vient de parler des accélérateurs du manque de confiance en soi et maintenant on va aborder les causes. À savoir qu'il y a 3 facteurs à la confiance en soi. La génétique, l'éducation et les événements de votre vie. Les facteurs biologiques. Déjà bébé, certains font preuve d'initiative et de confiance et là je suis sûre que si vous êtes parent, vous avez des exemples en tête. Les parents également jouent un rôle sur la confiance en soi d'un enfant. Si votre mère ou votre père vous dit « laisse-moi faire, ce n'est pas comme ça », l'enfant risque de ne plus entreprendre. Quand le parent est surprotecteur ou place la barre trop haute, il ne pense pas à mal à l'origine. Souvent, il souhaite le meilleur pour son enfant et n'a pas conscience qu'il n'aide pas son enfant à devenir autonome. Et puis, il y a les parents qui manquent d'assurance et dont l'enfant peut le ressentir, le voir, l'entendre. Mais aussi le cas contraire, quand le parent réussit tout ce qu'il entreprend et que l'enfant peut se sentir écrasé par le succès de ce dernier. C'est ce qui arrive quand, par exemple, à l'adolescence, il faut choisir son métier. Celui-ci peut décider de continuer les études pour avoir une carrière à la hauteur de ses parents, alors que la formation qui lui plaît réellement est un apprentissage ou un métier qui est sous-valorisé. Et la pression, elle ne vient pas forcément du parent, mais de l'adolescent lui-même. Et bien évidemment, si le parent y tient des propos dévalorisants, humiliants, c'est une raison pour laquelle l'enfant et l'adulte ensuite peut manquer de confiance en soi. Et troisième facteur, c'est les traumatismes. Les expériences négatives chez un enfant peu affirmé, n'ayant pas appris à se défendre, créent des schémas cognitifs déstabilisants. Un trauma commun à plusieurs enfants, c'est typiquement le harcèlement scolaire. Passons maintenant à l'évaluation. Si vous souhaitez évaluer dans quel domaine précis vous manquez de confiance en vous, vous m'envoyez le mot grille sur Instagram en message privé et je vous envoie la grille en PDF. Elle vous permettra de savoir si vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous ou d'affirmation.
En attendant, je vais vous donner quelques exemples qui vous permettront déjà de vous situer et de vous remettre en question sur comment vous agissez dans ces situations. Comment vous comportez-vous avec les autres? Autrement dit, comment est votre affirmation? Imaginons, votre voisin prend régulièrement votre place de parc et cette situation ne vous convient pas. Vous avez 4 comportements possibles. Premier, le passif. Vous râlez, ça vous ennuie profondément, mais vous ne faites rien. Le deuxième, l'agressif. La prochaine fois que vous le voyez, vous l'insultez de tous les noms d'oiseaux. Le troisième, le manipulateur. Mon copain a remarqué que vous utilisiez régulièrement notre place de parc. Moi, ça m'est égal, mais lui, ça pourrait l'énerver. Autrement dit, le comportement du lâche. Et le quatrième, l'affirmer. J'ai remarqué que vous empruntiez régulièrement ma place de parc. Je comprends que quand on a des invités, c'est parfois plus facile de prendre la mienne. L'ennui, c'est que quand je rentre chez moi, je n'ai nulle part où me garer alors que je loue ma place. Je sais qu'il y a un parking gratuit à 2 pas d'ici et il est gratuit pendant 10 heures. Je vous remercie d'y penser et de faire attention pour le bien-être commun. Alors, je décris les faits, j'éprouve de l'empathie et je prends du recul sur la situation en me mettant à la place de l'autre. J'exprime mon ressenti et mes émotions. Je trouve une solution réalisable et qui est un bon compromis pour chacun. Et je termine la conversation de façon positive. Voilà un exemple d'affirmation de soi. Bien sûr, ça ne se passe pas toujours de la bonne manière, et puis notre interlocuteur ne va pas forcément bien réagir. Mais l'important, c'est de se respecter tout en respectant les autres. Si vous travaillez en équipe, je suis sûre que vous avez des résonances. Maintenant, questionnons ensemble quelle sorte d'estime de soi avez-vous ou manquez-vous. Il existe différentes formes d'estime de soi. Celle liée à la performance, celle liée à l'approbation des autres, et l'estime de soi inconditionnelle. Les 3 sont importantes et ensemble, elles forment le parfait équilibre. L'estime de soi liée à la performance, c'est égal à s'aimer lorsque je performe. Par exemple, un sportif qui attend de lui d'être le meilleur car il s'aime quand il reçoit une médaille. Pour rappel, l'estime de soi est liée uniquement à soi. Ce n'est donc pas une attente des autres qu'il performe, mais sa propre exigence. Le risque est de tomber dans l'addiction de la performance et de prendre des risques pour atteindre ses objectifs. On peut imaginer que pour un sportif, ça sera de prendre des produits dopants. Quelqu'un qui est très mauvais perdant mise sûrement beaucoup son estime sur ses performances. Sinon, il ne serait pas aussi touché de perdre au Monopoly. L'estime de soi liée à l'approbation des autres, c'est s'aimer si les autres m'aiment. C'est par exemple une femme qui a besoin que son homme la trouve belle pour se trouver jolie. Je donne des exemples de femmes car je suis une femme et c'est ce que je connais de mieux, mais c'est pareil pour les hommes qui sont tout autant concernés par le manque d'estime de soi et par l'approbation des autres. Ce qui peut mener à de la dépendance affective et un manque de confiance en soi car je n'ose plus agir de peur d'être nul ou incapable. L'estime de soi inconditionnelle reflète un amour pour soi juste et mesuré. Je m'aime comme je suis avec mes forces et mes faiblesses. Par exemple, lorsque vous cherchez un nouveau travail et que vos postulations ne donnent rien, ou qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, vous acceptez, vous ne vous remettez pas en question car vous connaissez votre valeur. Maintenant, la partie qui nous intéresse tous, c'est comment reprendre confiance en soi. Une piste pour vous, vous allez agir. C'est-à-dire, reprendre confiance en soi, c'est avant tout agir. Beaucoup de personnes sont pleines de bonnes intentions, prêtes à passer à l'action et tombent dans le piège du renoncement. Le pire serait de ne plus agir pour éviter toutes les situations qui vous font peur. Il est préférable de passer à l'action et d'échouer plutôt que de ne rien faire. Vous vous plantez? Pas grave, vous aurez au moins essayé. Et c'est top pour la confiance en soi. Donc répétez après moi, la procrastination est l'ennemi de la confiance en soi. Comme je l'ai dit précédemment, le doute c'est bien. Attention à la dose tout de même, car le risque est de tomber dans l'indécision et de ne jamais agir. Par exemple, votre famille vous encourage à demander une augmentation de salaire à la suite d'une conversation où vous manifestez votre envie d'être augmenté. De plus, vous avez de bons résultats et ça fait plusieurs années que vous travaillez dans la même boîte. Votre réponse est « c'est mort, je ne vais pas faire ça ». Et malgré votre envie pourtant. Je vais vous donner une astuce. Vous êtes sûrement déjà nombreux à l'avoir fait, mais c'est de lister les avantages et les inconvénients. Ça vous permettra de prendre une décision en toute connaissance de cause. Sauf qu'en vrai, vous allez faire 4 listes et non une seule. Vous allez lister les inconvénients à ne pas demander une augmentation, les avantages à ne pas demander une augmentation, les avantages à demander une augmentation, les inconvénients à demander une augmentation. Et vous allez ajouter une colonne coefficient et mettre une valeur sur l'argument. Je vais tout de suite illustrer mes propos. Inconvénient à ne pas demander une augmentation. Je ne saurais jamais si j'aurais pu gagner plus et j'aurais des remords.
Je vais devoir attendre d'économiser plus avant de changer de voiture. Je vais me sentir nulle de ne pas avoir osé. Je vais décevoir ma famille qui me soutient et m'encourage à prendre confiance en moi. Je ne serai pas déçue si la réponse aurait été non. Je n'ai pas besoin de préparer un entretien. J'évite d'angoisser à l'approche de l'entretien. J'ai le même salaire que mes collègues et je me sens égale à eux. Inconvénient à demander une augmentation. Je vais devoir me vendre, me vanter sur mes compétences. J'aurai l'impression d'être une lèche-botte. Mes collègues vont penser que je vaux plus qu'eux. Je ne vais pas oser changer d'entreprise avant quelques années car je me sens redevable. Avantage à demander une augmentation. Si ça marche, je vais gagner plus d'argent. Je serai fière de moi d'avoir osé entreprendre cette démarche. Je vais pouvoir mettre en lumière tout ce que je fais au sein de l'entreprise ces dernières années. Je montre à ma famille que je leur fais confiance et que je suis reconnaissante de leur soutien. Vous notez pour chaque argument une note sur 10. Par exemple, pour moi, ça a plus de valeur d'être fière de moi que ce que mes collègues vont penser de moi. Donc je mettrai 9 sur 10 à la fierté et 3 sur 10 pour mes collègues. Et ensuite, vous faites les totaux et vous tirez des conclusions en fonction du nombre de points. Y a-t-il plus d'avantages ou d'inconvénients ? Dans cet exemple, je pense que si je calcule, il y aurait plus d'avantages à demander une augmentation. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, on applique la technique des petits pas. C'est-à-dire qu'on se fixe des petits objectifs et on gravit les échelons marche par marche. Vouloir se fixer des objectifs trop hauts, trop vite, augmente le risque d'échouer et de ne pas vous aider à reprendre confiance en vous. Je vous fais un autre exemple. Je pense pouvoir organiser la fête du personnel toute seule. L'objectif est trop élevé. Je suis stressée, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'y arrive pas, je suis totalement débordée. Je me sens honteuse de demander de l'aide alors que j'avais dit que je le ferais toute seule. Je me trouve nulle, je n'ai plus confiance en moi. En plus de ne pas avoir des exigences trop hautes, il vous faut choisir vos défis. Munissez-vous d'une feuille et d'un crayon et vous listez vos défis, leur degré de difficulté de 1 à 10 et les conséquences en cas d'échec. Cet exercice s'appelle la phase de préparation. Mon défi est de chanter en public lors d'un karaoké. Le degré de difficulté me paraît être de 2 sur 10. La conséquence en cas d'échec, j'aurais l'air ridicule. Mon défi est d'avouer à mon crush qu'il me plaît. Le degré de difficulté me paraît être de 10 sur 10. La conséquence en cas d'échec, je serai très triste et je vais mettre du temps à m'en remettre. Un dernier, mon défi est de me mettre en maillot de bain cet été. Le degré de difficulté me paraît de 8 sur 10. La conséquence en cas d'échec, je serai triste et je me sentirai nulle et moche. Maintenant, passons à l'action. Je vais reprendre l'exemple du maillot de bain. Imaginons que cette problématique soit la vôtre. Vous allez vous isoler, vous mettre dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Vous allez fermer les yeux et vous imaginer en maillot de bain à la plage avec vos amis en vous assumant pleinement. Vous n'avez plus peur qu'on vous trouve moche, vous vous fichez du regard des autres, vous ressentez de la joie de vivre ce moment. C'est important de bien s'immerger dans votre vision et de le faire sérieusement. Pour certaines personnes, ce genre d'exercice demande un accompagnement pour gérer les émotions qui en ressortent et les comprendre. C'est pourquoi vous pouvez toujours vous tourner vers un thérapeute si vous en ressentez le besoin. La visualisation émotionnelle fait d'ailleurs partie des outils proposés en photothérapie et thérapie corporelle et va bien plus profondément dans votre ressenti que l'exercice que je vous propose. Mais c'est déjà un bon début pour reprendre confiance en vous. Cette technique de visualisation permet de braver la peur de l'échec en vous voyant réussir. Vient ensuite la phase d'action. C'est l'été, vous êtes enfin en vacances avec vos amis et vous vous rendez à la plage un après-midi. L'effet de groupe peut être aidant à se lancer. Bien évidemment, il faut que vos amis soient bienveillants, compréhensifs et encourageants, sinon ça ne peut pas marcher. Le fait d'être à plusieurs nous paraît moins insurmontable. Comme quand on est petit et qu'on allait à plusieurs pour faire une demande à un adulte. Ce n'est plus le moment de douter. Vous avez mesuré les avantages, les inconvénients, les risques. Il faut se jeter à l'eau. Et après être passé à l'action, c'est tout aussi important de se féliciter. Même si on ne réussit pas totalement, que vous avez remis votre t-shirt, vous devez vous féliciter de l'effort et non de vos réussites. Sur votre cerveau, ça a un réel impact positif qui développe les réseaux neuronaux de la réussite pour remplacer les autoroutes de l'échec. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est progressif, mais ça marche. Le manque de confiance en soi touche tout le monde à un moment donné de sa vie. Les hommes et les femmes ne le manifestent pas toujours de la même façon. Dû aux injonctions sociales, le fait que les hommes n'ont pas le droit d'être tristes, car c'est réservé aux femmes, mort de rire, certains ont tendance à masquer leur manque de confiance en eux derrière des comportements arrogants. Pour rappel, affirmation de soi égale respect des autres et de soi.
prendre sa place en laissant la place aux autres. J'ai envie de conclure par 3 petits conseils et expériences personnelles qui sont fortement en lien avec ce que je vis en ce moment et qui feront peut-être écho à vous. Tout d'abord, premier conseil, faites des compliments. Je vous jure que faire un compliment sans rien attendre en retour procure de la joie. Vous allez égayer le cœur de la personne qui le reçoit, ça va remplir sa jauge d'amour et puis on a vraiment besoin de positif autour de nous dans ce monde. Donc n'hésitez pas. Je reçois parfois des compliments d'amis sur des aspects que je n'attends pas du tout et ça me donne une confiance en moi de fou. Ça me donne envie de continuer, d'entreprendre, d'étonner, de prendre soin de moi. Et quand c'est quelqu'un d'inconnu, que je sens que le compliment part d'une bonne intention, c'est pareil. Et c'est encore plus inattendu, donc j'apprécie tout autant. Deuxième, vous avez le droit de vous prioriser et de ne pas être parfaitement aligné avec votre discours initial si ça vous fait du bien. Par exemple, j'arrivais à plus me maquiller et à assumer ma peau nue. C'était tellement difficile de franchir ce cap que quand j'ai commencé à ne plus me maquiller pour aller travailler, j'aimais bien le montrer, le dire à certaines amies, car j'étais super fière de moi. Mais en ce moment, j'ai tellement d'acné hormonal que c'est impossible de sortir sans fond de teint. Et je préfère me sentir mieux avec du maquillage que de ne pas en mettre pour être parfaitement en accord avec mon discours qui dit qu'on est belle au naturel. Oui, mon visage est aussi beau sans maquillage et avec des imperfections, mais en ce moment, c'est trop difficile pour moi. Je priorise mon énergie sur le traitement de l'acné plutôt que l'effort que ça représente pour moi d'assumer ma peau. Et troisième chose, un peu dans le même registre, vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'évoluer dans votre façon de penser, de remettre en question des idées limitantes, de remettre en question vos valeurs. Nos valeurs sont parfois familiales, culturelles, transgénérationnelles, peu importe. Au contraire, portez un regard critique sur celles-ci. Demandez-vous pourquoi ces valeurs. Ayez suffisamment confiance en vous pour oser vous questionner et changer d'avis. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Il y a eu beaucoup d'informations, mais si vous êtes encore là, c'est que ça vous a intéressé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Spotify et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes et commenter le podcast. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye bye!